Bonjour Massine. Ouais, en plus, là, il fait suffisamment froid pour que ce soit pas impossible que, effectivement, la campagne blanchisse encore à cette heure-ci. J'habite trop en ville pour pouvoir m'en apercevoir réellement, si c'est vrai ou pas, mais je suis quand même rendu compte en ouvrant mes volets qu'ils caillaient bien. Bon, écoutez, 50 tout rond, c'est l'heure, je pense, de se lancer. Donc, le classique, partager l'écran. Partager l'écran. Clic. Donc, aujourd'hui, on va parler ouais, de nombres remarquables sur les graphes. En fait, on va parler d'ensemble stable, de... Ouais, enfin bon. De plus grosses cliques d'un graphe et on va reparler un peu de coloration. Je pense que vous en aviez déjà un peu parlé avec Dominique, mais bon, je vais en reparler. Donc, quelques définitions pour commencer, comme c'est marqué. Bon, vous l'avez peut-être déjà entendu, ce terme-là, qui est qu'un graphe est complet si toutes les arêtes existent. Et donc, chaque sommet est relié à tous les autres, ce qui fait donc qu'il y a au total n-1 sur 2 arêtes. Et donc, le graphe complet non orienté de n sommets, généralement, on l'appelle Kn, comme complet avec un K. Euh, donc, bon. Ensuite, deuxième définition, que là, je ne suis pas sûr que vous ayez déjà entendu et que j'aurais dû mettre en gras clic. Une clique, c'est un sous-ensemble de sommets tel que le sous-graphe réduit à ses sommets est complet. Donc une clique, c'est un sous-ensemble de sommets qui sont tous connectés entre eux. Le graphe entier, il n'est pas complet, mais le sous-ensemble de ces sommets, tout est relié entre eux. Alors, deux petits exemples, enfin deux petites définitions sur ces cliques. Une clique est dite maximale si on ne peut pas rajouter de sommet, c'est-à-dire quel que soit le sommet qu'on rajoute, ce n'est plus une clique. Et c'est très facile d'obtenir des cliques maximales. On rajoute un sommet que si ça fait toujours une clique, puis quand on ne peut plus en faire, c'est une clique maximale. Ce qui est beaucoup plus compliqué à trouver qu'une clique maximale, c'est une clique maximum. Une clique maximum, c'est une clique qui a la plus grande cardinalité possible, c'est-à-dire qui a le plus grand nombre d'éléments possibles. Et a priori, c'est un problème NP difficile que de trouver la clique maximum. En tout cas, ce problème NP difficile, il donne cette première appellation, ce premier nombre remarquable sur les graphes, que généralement on appelle oméga G, le nombre de sommets d'une clique maximum de G, donc la taille de la plus grosse clique de G. Je vais prendre tout de suite un exemple, pop, pop, un petit exemple comme j'ai mis là. Donc on a un graphe et bon, c'est pas un graphe complet, clairement. Hein, toutes les arêtes n'existent pas. Il n'y a pas d'arête, par exemple, entre A et G. Mais je vais me poser la question de trouver une clique maximale d'abord. Je dis que, par exemple, GH, Gaëtan, Hugo,
c'est une clique maximale. Une petite clique, hein, c'est une clique à 2 sommets, mais ces 2 sommets sont reliés entre eux, donc c'est une clique. Et c'est une clique maximale. Pourquoi c'est une clique maximale? Parce que quels que soient les autres sommets que je rajoute, ce ne sera plus une clique parce que ce sommet il sera soit pas relié à G, soit pas relié à H. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun sommet qui peut être relié aux deux. Et donc, agrandir la clique, on ne peut pas agrandir la clique avec un autre sommet qui serait connecté aux deux, dit autrement. Alors que si je continue à descendre, H, I, Hugo est avec Inès, eh ben, ce n'est pas une clique maximale, puisque je peux rajouter un autre sommet, je peux la faire grossir. Comment je peux la faire grossir? En rajoutant F, puisque F est connecté à H et I. Donc la clique maximale, bon, c'est pas forcément très intéressant, mais ça permet de souligner ce que c'est qu'une clique. F, H, I, c'est une clique parce que ces 3 sommets sont tous connectés 2 à 2 entre eux. Ok, j'espère que c'est clair, que je ne vous endors pas trop de bon matin. Alors, il fallait que je fasse plus converser pour voir ce que vous me dites. Et depuis... Alors, une clique, c'est un sous-ensemble de sommets, Anne, qui sont tous connectés entre eux. F, H, I, c'est une clique parce que ce sous-ensemble de 3 sommets, ils sont tous 2 à 2 connectés. F et H, il y a une arête. H et I, il y a une arête. I et F, il y a une arête. Donc, c'était, je vais remonter sur la définition. Donc, une clique, c'est un sous-ensemble de sommets tel que le sous-graphe réduit à ses sommets est complet. Donc, un sous-ensemble de sommets tous connectés entre eux. Et je reviens, donc, je parlais de clique maximale, je parlais d'exemple de clique, donc GH est une clique maximale parce que je ne peux pas lui rajouter un autre sommet qui ferait que ce serait une clique de taille 3. FHI, c'est une clique maximale aussi. Et je me pose la question, quelle est la clique maximum sur ce graphe? Et donc, par là même, quelle est la valeur de oméga de G sur ce graphe? Je laisse 2-3 secondes les gens vaguement réfléchir si ça amuse un tout petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Pour dire que en fait, il n'existe pas de clique de taille 5, mais par contre, il existe une clique de taille 4. Et que donc, oméga de G, c'est 4. La clique de taille 4, il n'y en a qu'une seule en l'occurrence, c'est A, C, E, F, hein, ces 4 sommets-là, qui sont tous 2 à 2 connectés. C, il est connecté à A, à E et à F. E, il est connecté à C, je viens de le dire, à A et à F. A, il est connecté à C, E, F. Et pareil donc pour F qui est connecté à ACE. Donc A, C, E, F, ils sont tous connectés 2 à 2. Ce petit sous-ensemble de sommets-là, c'est une clique de taille 4. Et c'est la plus grosse clique qu'on peut trouver sur ce graphe-là. Et puisque c'est la plus grosse clique qu'on puisse trouver sur ce graphe-là, c'est ce qui donne la valeur oméga de G. Oméga de G sur ce graphe, c'est 4. Donc ça, c'est les histoires de clics et c'est ce qui donne oméga de G. Il y a pratiquement la même chose mais inversée qui est ce qu'on appelle un ensemble stable. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, je trouve, ce mot stable en français. Je préfère l'appellation anglaise qui est independent set, un ensemble indépendant.
qui est donc l'inverse, c'est un sous-ensemble de sommets absolument pas connectés entre eux. Il n'y a aucun lien entre eux, il n'y a aucune arête entre deux sommets quelconques d'instables. Donc, par exemple, ça sert dans les problèmes d'emploi du temps où dès qu'il y a un étudiant commun, tout ça, le cours ne peut pas avoir lieu en même temps. Et si on veut savoir tout ce qui peut se dérouler en même temps, par exemple tous les examens qui peuvent se dérouler en même temps, ben, il faut que ce soit instable. Il ne faut pas qu'il y ait un étudiant qui ait besoin de se couper en deux pour assister à deux épreuves qui se déroulent en même temps. Et donc, de la même façon qu'on appelait oméga G le nombre maximum de sommets d'une clique, on note alpha G le nombre de sommets maximum d'un stable maximum. Et ce nombre est appelé le nombre de stabilité d'un graphe et donc noté alpha G. Et de la même façon, parce qu'en fait c'est un peu le même problème, c'est aussi un problème NP difficile, comme déterminer oméga G. Alors pourquoi c'est le même problème? Parce que vous voyez bien que c'est l'inverse. En fait, si je prends le graphe complémentaire de G, que je note G bar, avec les mêmes sommets mais les arêtes opposées, c'est-à-dire si j'ai une arête dans G, ben, je ne l'ai pas dans G bar et vice-versa, et ben, une clique dans G est instable dans G bar et vice-versa. Donc alpha G, c'est oméga de G bar. Puis autre petite notation, je ne sais pas pourquoi je l'ai glissé ici, enfin si je le sais parce que je n'ai pas envie de faire un slide uniquement pour ça. Dans termes de notation de nombres sur les graphes, on note généralement delta le plus grand degré du graphe. Alors, tout à l'heure, j'ai dit donc que oméga de G est égal à 4 sur ce graphe. Je vais me poser la question, que vaut alpha de G? Donc, je rappelle que alpha de G, c'est le plus grand stable. Et qu'un stable, c'est un ensemble de sommets qui sont pas du tout, mais alors pas du tout connectés entre eux. Ils ne se supportent pas. Ils ne s'aiment pas du tout. Par exemple, alors il est tout petit, mais CH, Ayette et Chloé, c'est instable. Elles ne s'aiment pas, Ayette et Chloé, en fait, je peux vous le dire. Elles ne se supportent pas. Parce qu'il n'y a pas d'arête entre les deux. Mais en fait, on trouve assez facilement sur ce graphe des stables de taille 3. Par exemple, je vais rester sur CH, CHB, eh ben c'est instable puisqu'il n'y a pas d'arête entre B et C, il n'y a pas d'arête entre B et H, et il n'y a pas d'arête entre H et C, comme on l'a dit précédemment. Et en fait, c'est compliqué déjà à trouver, c'est un problème difficile, mais il se trouve qu'il n'y a pas de stable de taille plus grosse que 3. Il y en a plein des stables de taille 3. J'ai pris BCH, mais j'aurais pu prendre, je ne sais pas, AGI, plutôt GAI, gay comme un petit pinson. C'est aussi instable. Il n'y a pas d'arête entre GA, il n'y a pas d'arête entre GI, il n'y a pas d'arête entre A et I. Mais par contre, on ne veut pas trouver un stable de taille plus grosse que 3. De toute façon, ouais, il est pas stable. CGBI, tu m'as dit. Ah ben, CG, déjà, il y a une arête. Donc, c'est mort tout de suite. Je ne sais pas ce qui se passe pour BI. Puis BI aussi, il y a une arête. Non, il ne faut pas du tout qu'il y ait des arêtes entre les sommets que tu prends. Aucune arête. Alors, pourquoi on ne peut pas faire plus que 3? Parce qu'en fait, là, comme j'ai dit, A, C, E, F, ils sont tous reliés 2 à 2 entre eux. C'était notre clic maximum de tout à l'heure. Donc, c'est sûr que parmi ces 4 sommets, je pourrais en prendre qu'un, puisqu'ils sont tous reliés 2 à 2. Je ne peux pas en prendre 2, puisqu'ils sont reliés entre eux. Donc, dans A, C, E, F, j'en prendrai un, qu'un seul. Dans BDI, c'est pareil, c'est aussi une clique, BDI. Donc, là aussi, je peux en prendre qu'un. Et dans CG, qui était c'est une petite clique de taille 2, là aussi je peux en prendre qu'un sommet. Donc il y a plein de possibilités possibles de stable, mais j'aurai toujours un sommet parmi ces 4-là, un sommet parmi ces 3-là et un sommet parmi ces 2-là. Enfin bon, bref, c'est ça le nombre de stabilité.
Et alors, troisième nombre dont vous avez déjà entendu parler, alors si quand même, on note delta, le plus grand degré du graphe, c'est marqué ici. Que vaut delta ici? Je pense que c'est avec F que c'est atteint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que delta vaut 6 ici. Le plus grand degré du graphe, c'est 6. Donc, j'aurais dû marquer à côté, mais j'ai voulu laisser un peu de suspense et donc que ce ne soit pas marqué. Que donc sur ce graphe, les trois nombres remarquables que j'ai indiqués jusqu'à présent, oméga G est égal à 4, alpha G est égal à 3, delta est égal à 6. Delta, c'est marqué au-dessus, Massina. C'est le plus grand degré du graphe. Je ne sais pas si tu le vois ici. Là, je mets la souris dessus. Je le mets comme ça. Ouais, bah, ça n'a pas voulu tenir, mais enfin, je pense qu'au bout de... Ouais, ça y est. C'est ce qui est... Non, non, c'est pas grave. T'es toujours à Tizi Ouzou? Ou t'as réussi à rentrer? Oui, d'accord. Bah écoute, bonjour à Tizi Ouzou. Euh... Ouais, donc c'est le plus grand degré du graphe, donc c'est le sommet qui a le plus grand degré, donc il faudrait regarder tous les degrés, hein. G, c'est sûr que c'est pas le vainqueur, il a 2, H c'est 4, C c'est 4, etc. Je pense que vraiment le plus grand degré du graphe, c'est celui de F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que donc delta est égal à 6. Alors, le dernier nombre dont je vais parler, c'est quelque part le plus connu et c'est celui pour lequel je pense que vous avez déjà eu quelques trucs avec Dominique. Donc, on va un peu reparler de coloration. C'est de la coloration de sommet, hein. Il existe aussi parfois des colorations d'arête, mais là, vraiment, je parle de coloration de sommet. C'est vraiment la plus fréquente. Et donc, chaque sommet doit avoir une et une seule couleur et deux sommets qui sont reliés entre eux, deux sommets adjacents ne doivent pas avoir la même couleur. C'est ça qu'on se pose comme problème quand on fait de la coloration de graphes. Et donc, le problème, généralement, c'est qu'on essaye de minimiser le nombre de couleurs nécessaires pour colorier tous les sommets, de telle sorte donc que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur. Et alors, le dernier nombre, après oméga G, alpha G et delta, c'est le nombre chromatique, c'est donc ce nombre minimum de couleurs pour colorier les sommets d'un graphe G. Qui de G? J'ai remis V ici, enfin, qui de G. Et là aussi, c'est un problème NP difficile. Donc, en fait, enfin, à part delta, mais les trois nombres que j'ai cités, que ce soit oméga G, alpha G, donc oméga G, la taille de la clique maximum, alpha G, le nombre de stabilité, et qui de G, le nombre chromatique, c'est tous les trois des problèmes NP difficiles. A priori, si on a un gros graphe, c'est pas facile de déterminer ces nombres-là. Mais en tout cas, puisque les sommets d'une même couleur, enfin non, c'est pas ça qu'il faut que je dise. Les sommets reliés ne peuvent pas avoir la même couleur. Chaque couleur correspond à un ensemble stable, puisque il faut impérativement que les sommets d'une couleur ne soient pas du tout reliés entre eux. Deux sommets de même couleur ne peuvent pas être reliés entre eux. Et donc, je pense que cette histoire de coloration, vous en aviez déjà entendu parler. Alors, une petite parenthèse, parce que en fait, je vais parler d'un truc qui est connu, peut-être que vous en aviez entendu parler, qui est le théorème des quatre couleurs. En fait, le théorème des quatre couleurs, il dit qu'un graphe planaire, on peut toujours le colorier avec simplement quatre couleurs. Et du coup, c'est pour ça que je redis ce qu'est un graphe planaire. Et un graphe est planaire s'il existe une représentation dans le plan de ce graphe telle qu'aucune arête ne se croise. Il existe une représentation, c'est pas n'importe quelle représentation, aucune arête ne se croise. Et par exemple, K4, je vous rappelle que K4, c'est le graphe complet à quatre sommets, donc les quatre sommets sont tous reliés à 2. K4 est planaire. Alors pourquoi il est planaire? Parce qu'il existe une représentation où les arêtes ne se croisent pas. Par exemple, cette représentation, je mets un sommet au milieu et puis
Du coup, là, j'ai effectivement une représentation du graphe à 4 sommets où il n'y a aucune arête qui se croise. Ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas faire un dessin où il y en a qui se croisent. Là, j'ai remis une autre représentation de K4. Et là, évidemment, ça se croise. Mais ça n'aurait pas été très compliqué sans même mettre le sommet au milieu. Enfin, ça revenait un peu à ça. De faire, il suffit que l'arête 2, 3, je la fasse passer au-dessus de 4, là, celle-là, au lieu qu'elle passe au milieu. Et ça y est, j'ai bien effectivement une représentation où il n'y a aucune arête qui se croise. Donc c'est ça un graphe planaire, c'est pas forcément facile, mais il faut trouver s'il y a une représentation où il n'y a aucune arête qui se croise. K5, par exemple, c'est pas planaire, donc le graphe complet à 5 sommets, ce sera toujours impossible de le dessiner sans qu'il y ait au moins 2 arêtes qui se croisent. Il y a un petit problème classique, un petit jeu, je sais pas, où j'ai 3 maisons, et les 3 maisons, il faut les connecter à l'eau, au gaz et à l'électricité. Je n'ai pas fait de dessin là-dessus, je vous le dis juste comme ça. Donc j'ai 3 maisons, et puis il faut que la première maison, elle soit connectée à l'eau, elle soit connectée au réseau de gaz et à l'électricité, donc 3 arêtes. Pareil pour la deuxième maison, pareil pour la troisième maison. Et bien en fait, est-ce que c'est possible de faire un truc où j'ai pas les câbles qui se croisent? Eh bien non. En fait, 3 maisons et eau, gaz, électricité. Vous pouvez essayer de faire de trouver une représentation, mais il n'y a aucune représentation qui permet de dessiner ça sans qu'il y ait au moins 2 arêtes qui se croisent. Donc ce graphe bipartite 3-3, ce graphe complet bipartite 3-3, hein, j'ai d'un côté les maisons, de l'autre côté eau, gaz, électricité, et ben il n'est pas planaire. Alors, il est peut-être un peu pénible ce cours, surtout de bon matin à 8 heures, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, je rappelle pas mal de choses un peu théoriques sur les graphes. Enfin bon, et un peu de définition et tout ça. C'était peut-être plus simple quand on faisait Dijkstra, mais bon, c'est le feu d'artifice final. Euh, alors, quand j'ai ça, est-ce que cette phrase est claire? C'est le nombre chromatique du graphe complet à n sommets. Et je dis que le nombre chromatique du graphe complet à n sommets, c'est n. Pourquoi? Donc, je rappelle tout d'abord que le graphe complet, ce que j'appelle Kn, hein, c'était dès le premier transparent que je parlais de ça. C'était ici, c'était presque ma première phrase, c'était le graphe complet de n sommets, c'est Kn. Et le graphe complet, hein, c'est quand toutes les arêtes existent. Enfin, on vient de le revoir puisque je viens de reparler de K4 et K5. Ici, K4 qui était planaire et K5 qui ne l'était pas. Donc le nombre de couleurs qu'il me faut pour colorier un graphe complet à n sommets, c'est n. En fait, je ne peux pas faire autrement que d'avoir une couleur différente pour chaque sommet, puisque comme tous les sommets sont connectés 2 à 2, je ne peux pas avoir 2 sommets de même couleur puisqu'ils sont connectés entre eux. Donc j'ai impérativement besoin d'avoir une couleur pour chaque sommet, et donc le nombre chromatique du graphe complet de n sommets, c'est n. Donc il y a un résultat, je ne vais pas du tout faire la preuve parce qu'elle est très compliquée, la preuve, qui est donc le théorème des 4 couleurs, qui dit que tout graphe planaire a un nombre chromatique de 4. Il suffit toujours de 4 couleurs pour colorier un graphe planaire. Par exemple, une carte de géographie, quand j'ai deux pays voisins, donc 2 pays qui ont une frontière commune. Alors, pas une frontière, c'est au moins un petit trait. Il ne faut pas que ce soit un point, parce que sinon, si c'est un point, je mets plein de sommets, je me retrouve avec un graphe complet. Mais si une frontière, c'est au moins un petit tronçon commun, et que donc 2 pays sont voisins s'ils ont une frontière commune, une carte de géographie, c'est un graphe planaire, je peux le colorier, n'importe quelle carte de géographie, je peux la colorier avec 4 couleurs, en faisant de telle sorte que 2 pays voisins, 2 pays qui ont une frontière commune, ils ne soient pas coloriés de la même couleur. Peut-être que les cartes
Le théorème des 4 couleurs, c'est quand tu n'as plus de bleu, tu écris en noir. C'est les stylos de 4 couleurs, ouais. C'est avec un stylo 4 couleurs, tu peux colorier un graphe planaire. Tu peux colorier une carte de géographie. Les cartes de géographie de votre enfance, là, celles qui étaient accrochées au mur dans votre classe de CE1, quand vous étiez tout petit, tout mignon en CE1, et ben, elle était éventuellement coloriée comme ça. Il y avait ça, c'est parce qu'il n'y a pas plus de 4 frontières communes dans le monde. Non, non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mon graphe là, alors attends, mon graphe de tout à l'heure, est-ce qu'il était planaire? Alors il y a des choses qui se croisent. Est-ce que j'aurais pu faire en sorte? Ah ben, est-ce que j'aurais pu? Je pense qu'il est planaire ce graphe, mais là il ne l'est pas présenté comme planaire. C'est un peu compliqué de le changer comme planaire. Mais enfin, en tout cas, celui-là, je pense qu'il est planaire. Il faudrait que je sorte. Je sais pas. Je sais pas s'il est planaire. Il faudrait que je sorte E pour le relier. Et puis que F. Bon, enfin bref, je suis pas sûr qu'il soit planaire. Mais enfin, en tout cas, s'il l'était, c'est pas forcément gênant que F il est 6 voisins, 6 frontières communes. Parce que en fait, F, bah, je le mets d'une certaine couleur, E, je le mets d'une deuxième couleur, A et H, puisqu'ils ne sont pas reliés ensemble, je peux les mettre tous les deux d'une troisième couleur. E et D, ils ne sont pas reliés ensemble, donc je peux utiliser la même couleur. Euh, c'est pas forcément parce qu'il y a plus de 4 frontières que c'est gênant. Les voisins du sommet qui a plus de 4 frontières, je peux les mettre de même couleur. Comme ici, comme je viens de le dire, A et H, je peux utiliser la même couleur. Ils sont, même si F il a 6 frontières, ses voisins, il y en a certains, je peux les mettre de la même couleur. Ouais, t'es d'accord. Donc non, 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 bah justement, alors il y a un truc qui va tout à fait dans ton sens, c'est une propriété très très bête qui dit que si tu as la graphe donc, de degré maximum delta, tu es sûr que c'est inférieur à delta plus 1. Tu es sûr que justement, c'est exactement la réflexion que tu viens de faire. Je me limite au pays plus son nombre de voisins. Donc, on peut montrer que le nombre chromatique il est inférieur à ça, mais généralement il peut être largement inférieur à ça. C'est ce que je dois mettre à la fin. Attention, cette borne peut être très, très, très imprécise. Bah ouais, tiens, j'ai un autre exemple que de justement, ouais, l'exemple parfait euh, où il y a un pays qui a plus de 4 frontières, c'est le graphe en étoile. Le graphe en étoile, hein, c'est le réseau client-serveur avec un serveur au singulier qui est relié à plein de clients. Et puis les clients, par contre, ils ne sont pas reliés entre eux, ils ne peuvent pas communiquer entre eux, ils passent forcément par le serveur. C'est le principe du réseau client-serveur. Je ne sais pas si le mot vous est familier ou pas. Quand j'étais petit, on disait maître-esclave, mais c'est devenu politiquement incorrect. Donc on dit clairement client-serveur maintenant, et c'est bien mieux. Enfin, donc, en tout cas, je ne vais pas faire un dessin, mais c'est donc le serveur au milieu et il est donc relié à tous les clients. Donc, il y a par exemple, je ne sais pas, 50 clients. Donc, le sommet du milieu, son degré, c'est 50. Si on considère ça comme des voisins, il a 50 voisins. Mais en fait, euh, ce, le nombre chromatique de ce réseau, de ce réseau client-serveur, c'est 2. Je vais donner une couleur pour le serveur central et une autre couleur qui va pouvoir être la même pour tous les clients puisqu'ils ne sont pas connectés entre eux. Donc, c'est un graphe. Et donc, dire que c'est inférieur ou égal à delta plus 1, qui dans mon exemple serait donc de 51, c'est très, très imprécis. Enfin, en tout cas, le fait que ce soit inférieur à delta plus 1, bah, ça peut se montrer facilement par récurrence.
parce que d'abord, c'est vrai pour n égale 2. Si j'ai n égale 2, alors en fait, j'ai fait qu'une seule possibilité. Si n égale 2, soit les deux sommets sont reliés entre eux, et donc chaque sommet est de degré 1, donc delta est égal à 1, et il me faut deux couleurs pour le colorier, puisque comme ils sont reliés entre eux, ils ne peuvent pas avoir la même couleur. Soit ils ne sont pas reliés entre eux, c'est ça que je n'ai pas écrit. S'ils ne sont pas reliés entre eux, delta est égal à 0, puisque chaque sommet est de degré 0, puisqu'ils ne sont pas reliés entre eux. Et dans ce cas-là, il me faut qu'une seule couleur. Et dans les deux cas, j'ai bien le nombre chromatique qui est inférieur à delta plus 1. Et puis après, pour faire la preuve de l'hérédité, je suppose que la preuve est vraie pour n, et que donc je veux la montrer, donc que j'ai bien QV qui est inférieur à delta plus 1 pour n, et je veux la montrer avec V est égal à n plus 1. Donc je prends un sommet quelconque de G, je considère le graphe où j'ai supprimé ce sommet X. Donc le graphe, quand je supprime le sommet, le degré est toujours au plus delta. Et je peux donc le colorier avec delta plus une couleur d'après l'hypothèse de récurrence, puisque j'ai un sommet en moins. Et comme X est adjacent avec O plus delta sommet, puisque c'est le degré maximum, je vais pouvoir lui attribuer, même si c'est delta sommet, c'est delta couleur, je vais pouvoir lui donner une couleur non utilisée par l'un des sommets en question. Donc, j'aurai toujours besoin que de delta plus une couleur dans le pire des cas. Bon, c'est pas très facile de faire des preuves comme ça de bon matin. Je pense que j'en ai perdu quelques-uns, mais c'est pas très grave tout ça. Là, ce que je viens de raconter, cette propriété que ce soit inférieur à delta plus 1. Si vous vous êtes quelque peu assoupli 5 minutes, c'est pas très très grave. Et donc, on va finir le cours maintenant. Non, c'est pas vrai, on va pas finir le cours maintenant. C'est une blague, j'en suis à 7 sur 15 sur les transparents. Mais on va finir le cours avec des algorithmes de coloriage. C'est d'ailleurs ce qu'on fera quand on fera la séance de TD, on fera du coloriage. Pareil qu'on retourne encore... ouais, j'aurais fait fort là, t'as raison William. C'est pas que l'envie me touche pas un tout petit peu, mais non, j'ai pas fini, ça aurait été un peu trop fort. Non, j'en suis qu'à la moitié, 7 sur 15. Mais donc, ouais, on va faire du coloriage. Va falloir sortir les crayons de couleur, comme quand vous étiez en CE1, avec la carte de géographie collée sur le mur en 4 couleurs. On va essayer de voir un certain nombre d'algorithmes plutôt simples qui permettent de colorier un graphe. Mais les algorithmes que je vais présenter, je vais en présenter 3. On va se lever à 8h pour 30 minutes, ça aurait été trop injuste, je ne peux pas vous faire ça. Ce sont des méthodes approchées. Alors qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Qu'est-ce que j'appelle une méthode approchée? C'est quelque chose qui donne une coloration admissible, c'est-à-dire quelque chose où deux sommets reliés n'ont pas la même couleur, mais pas forcément la meilleure, c'est-à-dire pas forcément avec le nombre minimum de couleurs. C'est ce qu'on appelle assez souvent, le mot est plus joli que méthodes approchées, c'est ce qu'on appelle des heuristiques. Dans les problèmes d'optimisation, c'est quelque chose qui va donner une solution réalisable, quelque chose qui donne une solution réalisable, donc ici une coloration où deux sommets reliés ne seront pas de même couleur, mais qui ne donne pas forcément la solution optimale. Là, qui n'utilise pas forcément le nombre minimal de couleurs. De toute façon, c'est compliqué de trouver un algorithme de coloriage optimal, donc qui ne serait pas une méthode approchée, mais une méthode exacte, puisque, encore une fois, le problème de déterminer le nombre chromatique, c'est un problème NP difficile. Donc les méthodes qui vont marcher à tous les coups, les méthodes qui vont trouver toujours le nombre chromatique, toujours le nombre minimum de couleurs, c'est des méthodes compliquées. Il en existe des méthodes comme ça, mais ce n'est pas des méthodes simples et ce n'est pas des méthodes polynomiales. Là, je vais voir des méthodes simples, je vais voir des méthodes polynomiales, mais en contrepartie, ça va me donner une coloration admissible, mais pas forcément la meilleure.
pas forcément celle qui va utiliser le nombre minimum de couleurs. Est-ce que c'est clair, cette notion que je vais faire des choses qui permettent d'obtenir une coloration, mais qui ne permettent pas d'obtenir forcément le nombre minimal de couleurs? Alors, j'en propose un premier algorithme, c'est le plus simple, peut-être le plus naturel. Dans tous ces algorithmes, plutôt de dire je ne vais pas sortir le stylo à 4 couleurs, les couleurs, je ne vais pas les représenter par bleu, rouge, vert, jaune, etc. Je vais les représenter ce qu'on fait généralement quand on code, enfin, ou quand on fait des algorithmes, on va les représenter par des entiers positifs. Salut Evan, je te vois. Tu es magnifique. Tu as l'air un peu assoupi, mais ça me fait plaisir de voir un étudiant, donc je suis content de te voir. Mais je suis pas sûr que... Ah non, tu as coupé la caméra. Tu t'es dit, merde, j'avais laissé la caméra. il me voyait faire des étirements de bon matin. Le prof, c'est pas beau. Ouais, généralement, on les représente pas par des couleurs, on les représente donc pas par bleu, jaune, machin. On les représente par des entiers. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc la coloration que j'utilise, c'est, je considère les sommets les uns après les autres, et à chaque sommet, je lui donne la plus petite couleur que j'ai pas déjà donnée à un de ses voisins, la plus petite couleur disponible que je peux donner à ce sommet à ce moment-là, parce que au fur et à mesure, j'ai commencé à colorier certains sommets. Quand je tombe sur un nouveau sommet, il y a déjà des sommets coloriés, je lui donne la plus petite couleur possible, la plus petite couleur que je n'ai pas déjà donnée à un de ses voisins. Donc c'est une méthode, un algorithme, une heuristique très simple. La complexité, elle n'est pas très grande. Je considère les sommets dans un certain ordre. Je n'ai même pas trié les sommets, je les prends éventuellement par numéro. Et à chaque fois, je donne la plus petite couleur disponible. Et ça me donne évidemment une coloration admissible, mais parfois ça marche bien et parfois ça se trompe beaucoup. J'ai pris ce petit exemple, il n'est pas très compliqué ce petit exemple parce qu'il y a juste 8 sommets. Et j'avais oublié de dire quelque chose tout à l'heure, mais je vais revenir dessus. J'ai complètement oublié de dire ça, là, cette phrase. Donc je reviens sur cette phrase, qui est une phrase qu'on a déjà dite quand on parlait de graphe biparti, qui est qu'un graphe est un nombre chromatique égal à 2. On a simplement besoin de 2 couleurs. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un graphe biparti. Une partie qui sont les sommets d'une certaine couleur, une autre partie qui sont les sommets de l'autre couleur. Et donc, ça fait deux sous-parties du graphe où il n'y a pas du tout d'arête entre chaque partie, puisqu'il y a une couleur pour colorier cette partie-là. Je crois qu'avec Dominique Barthes, vous avez vu que un graphe est biparti si et seulement s'il ne contient pas de cycle de longueur impair. Je n'ai pas refait la démonstration, de toute façon c'est un peu barbant les démonstrations en cours, mais c'est le rappel d'un graphe biparti, et il se trouve que le graphe que j'ai pris ici, c'est un graphe biparti, puisque les sommets impairs, ils ne sont pas du tout connectés entre eux, et les sommets pairs non plus. J'ai des arêtes qui vont simplement entre un sommet impair et un sommet pair. Et donc, j'ai besoin simplement de 2 couleurs. Une première couleur pour 1, 3, 5, 7 et une deuxième couleur pour 2, 4, 6, 8, puisqu'ils ne sont pas connectés entre eux. Donc, le nombre chromatique de ce graphe, c'est 2. C'est un graphe biparti. On voit bien les deux parties, la partie des impairs, la partie des pairs. Mais si maintenant j'applique l'heuristique précédente, je considère les sommets les uns après les autres. Donc d'abord, je considère le sommet 1. Je vais les prendre dans l'ordre. Je vais prendre 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Donc le premier sommet, pour l'instant, il n'y a personne qui est colorié. Je lui donne la couleur 1.
le deuxième sommet, il est relié à personne de colorier pour l'instant, 3, 5, 7, ils ne sont pas coloriés. Je peux lui donner la première couleur disponible, toujours la couleur 1. 1 et 2, ils sont de couleur 1. Après, je considère 3 dans mon algorithme. Je considère les sommets les uns après les autres. Et à chaque sommet, je lui attribue la plus petite couleur non attribuée à au moins l'un de ses voisins. Donc j'arrive sur 3. 3, il est connecté à 2 que j'ai déjà colorié en 1. Donc je suis forcé de lui donner la couleur 2. 4, c'est pareil. Comme il est déjà connecté à 1 qui est de couleur 1, je lui donne la plus petite couleur disponible, la couleur 2. Après, j'arrive à 5. 5, il est relié à 2 et à 4. 2, si vous avez suivi ce que j'ai dit précédemment, il est de couleur 1. 4, il est de couleur 2. Donc 5, je suis forcé de lui donner la couleur 3. 6, il est relié à 1 et 3 qui sont de couleur 1 et 2. Je lui donne la couleur 3. Et puis 7, comme il est relié à 2, 4 et 6 qui sont de couleur 1, 2 et 3, je suis forcé de lui donner la couleur 4. Et pareil pour 8, qui est relié à 1, 3, 5, qui sont de couleur 1, 2 et 3. Donc quand j'applique cette petite méthode-là, cette petite coloration-là, cette petite heuristique-là, eh ben, je me trompe déjà pas mal. C'est très dépendant de l'ordre des sommets. Si j'avais pris les sommets dans cet ordre-là, si j'avais pris d'abord les sommets impairs puis les sommets pairs, j'aurais bien trouvé 2 couleurs seulement. Mais là, en les prenant dans ce sens-là, je me gourre complètement, je dis j'obtiens une coloration avec 4 couleurs, alors que quelque part, il m'aurait suffi de 2. J'espère que c'est clair ce que j'ai raconté. J'ai pris, pour resituer les choses, je souffle 2 secondes, je prends une petite gorgée d'eau. Ce que je fais là, pour redire tranquillement les choses, je suis dans les histoires de coloration. Je veux donner une couleur à chaque sommet. Ces couleurs, je vais plutôt les représenter par des entiers. Ce que je veux, comme c'est un problème NP difficile, je veux proposer là des méthodes qui permettent d'obtenir une coloration, mais comme ça va être des méthodes faciles, des méthodes polynomiales que je vais proposer, ça ne va pas être des méthodes qui vont donner forcément le nombre minimal de couleurs. Je veux impérativement que ce soit une coloration propre, une coloration admissible, que 2 sommets reliés entre eux, ils n'aient pas la même couleur. Donc, je veux que cette méthode, elle me donne bien quelque chose où 2 sommets entre eux n'aient pas la même couleur. Mais c'est ce que j'appelle des méthodes approchées ou des heuristiques. Ça ne va pas forcément à tout coup, sur n'importe quel graphe, me donner toujours la meilleure solution, c'est-à-dire toujours le nombre minimum de couleurs. Il y a des tas de fois où je vais me tromper, où le fait que ma méthode elle soit simple et polynomiale, ça va faire en sorte que je me trompe et que j'utilise plus de couleurs que nécessaire pour colorier mon graphe. Et là, j'ai pris la première heuristique, la première méthode, la plus simple, où tout simplement je prends les sommets les uns après les autres, et puis à chaque fois je lui donne la première couleur disponible, et quelques fois où ça va bien marcher, et il y a des fois où malheureusement ça ne me donne pas la solution optimale et je me trompe. Et là, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple où cette petite heuristique très simple, elle se trompe, et alors qu'il m'aurait fallu théoriquement que 2 couleurs, si je prends les sommets dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je me retrouve avec une coloration où j'ai utilisé 4 couleurs. C'est un exemple, ça ne fait pas une grosse publicité pour cette méthode-là, mais c'est même sur ce graphe simple, c'est un exemple où je me trompe quelque part, où j'obtiens bien une coloration, où j'ai bien quelque chose où 2 sommets reliés, ils n'ont pas la même couleur, mais où j'utilise bien trop de couleurs par rapport à ce qui est nécessaire. Ça va? C'est clair ce que je vous ai dit? Je fais une petite parenthèse pour vous raconter, merci Chloé, merci Nora pour vos encouragements, merci Pacoum aussi. Je fais une petite parenthèse, ça fait du bien de faire une petite parenthèse à 8h45, une petite parenthèse pour vous raconter une
petit peu ma vie, enfin pas tout à fait ma vie. De temps en temps, quand je fais mes cours ici, on a une petite visite, celle de mon petit chat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mon petit chat. Je l'ai eu il y a 4 mois, là il a 6 mois et il lui arrive une triste histoire aujourd'hui. C'est qu'on le fait opérer. Je crois que c'est un peu obligatoire de faire opérer les chats en région parisienne. Et donc, il n'est pas très très bon pour sa virilité, mais il va subir une petite opération. Il vient de partir en voiture et je suis un petit peu triste pour lui. Ouais, ça nous fait mal, nous en particulier, les garçons, on se met totalement à sa place là. Ouais, bon courage à lui, ouais, merci. Ouais, il en a besoin, je pense. S'y attend pas trop en plus à ce qui va se lui arriver, mais bon, bref. Force, ouais, force à lui. Euh, ouais. Bon, c'était une petite parenthèse un petit peu triste pour le petit chat, mais bon. Euh, je reviens à un deuxième algorithme. Alors, il y en a quand même, c'est assez utilisé, ces problèmes de coloration. C'est quand même un problème plutôt amusant. Puis c'est quand même un problème de base de la théorie des graphes. Donc, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de gens qui ont essayé de proposer des méthodes. Bon, alors après, hein, ça, c'est des choses plus compliquées on ne va pas proposer des méthodes exactes, mais il y a des méthodes qui permettent de colorier de trouver le nombre minimum de couleurs. Encore une fois, c'est des algorithmes un petit peu compliqués et qui ne sont pas polynomiaux, donc on ne va pas en parler là. Mais ne serait-ce que ce que je cherche, c'est-à-dire des méthodes approchées, bah, il y a un certain nombre de personnes, un certain nombre d'auteurs qui ont essayé de proposer des méthodes un peu meilleures peut-être que celle qui est proposée là. Et ce que je vais faire pour finir ce cours, donc ce qui va me permettre d'aller jusqu'au dernier transparent, c'est deux de ces méthodes, deux algorithmes. Le premier, c'est l'algorithme de Welch-Powell et le deuxième, c'est l'algorithme qui s'appelle Desatur, qui a été proposé par Brelaz. Donc, c'est deux heuristiques, elles ne sont pas si compliquées que ça, mais a priori, elles permettent d'obtenir des résultats quand même un peu meilleurs, pas toujours l'optimum. Hein. Je vais prendre après un exemple plutôt simple où elles se trompent toutes les deux, alors que ce sera encore un petit exemple à 8 sommets. C'est le plus petit exemple où les deux algorithmes précédents se trompent l'un et l'autre. Enfin bon, malgré tout, ça reste des méthodes approchées, ça reste des méthodes qui ne donnent pas forcément le nombre optimal de couleurs. Mais c'est des méthodes quand même un petit peu meilleures, un petit peu plus efficaces que la simple méthode que j'ai pris là, qui est vraiment très basique. Je prends simplement un sommet, je lui donne la plus petite couleur possible. Ça, c'est vraiment très basique, donc c'est un tout petit peu plus compliqué, mais pas beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est parti pour Welch-Powell. Ils s'y sont mis à deux pour faire ça. Et alors, ce qu'ils font, c'est que c'est d'abord, je fais un tri des sommets, ce que je ne faisais pas du tout à l'heure. Je trie les sommets par degré décroissant. Donc, je vais d'abord colorier les sommets de plus fort degré, ceux qui sont le plus contraints quelque part, qui ont le plus de voisins, ont le plus de frontières, pour reprendre notre application de tout à l'heure. Et en cas d'égalité, par numéro croissant. D'abord, je fais un tri des sommets. Et puis après, deuxième chose, je ne vais pas colorier sommet après sommet comme je faisais, je vais le faire couleur après couleur. Et donc, tant que les sommets ne sont pas tous coloriés, je passe à une nouvelle couleur et je prends les sommets dans l'ordre du tri et je leur affecte la couleur en question si c'est possible. Donc, soit s'ils ne sont pas déjà coloriés, soit s'ils ne sont pas reliés à un sommet de couleur col en question. Donc, peut-être pas comme, peut-être bien. Je sais pas bien, j'ai trop tôt le matin pour que je vois ce que tu veux dire, mais peut-être bien. Euh, Ah ouais, avec les pays de l'UE, ouais. Ben, en tout cas, les colorations des pays de l'UE, ouais,
Enfin, c'était pas tout à fait la même chose. On n'essayait pas de leur donner des couleurs, on n'essayait pas de les dessiner. Mais enfin bon. En tout cas, donc on trie les sommets par degré de décroissance. On ne faisait pas avec les pays de l'UE. On a une liste triée et puis on va faire couleur après couleur. On va, ouais, on va faire. Je vais faire tout de suite l'application. Alors attendez 2 secondes, il faut que je fasse un petit truc. Tac. Euh, pas fait avant, c'est pas bien. Scan, pivoter, pivoter. Vote. Alors, je disais tout à l'heure, je présenterai le deuxième algorithme plus tard. Alors, c'est pas sympa, j'aurais dû prendre un exemple où ça marchait bien, hein, parce que quand même souvent ça marche plutôt pas mal, Welsh Powell, ça donne plutôt des. Même s'il est très simple comme algorithme, il y a des tas d'exemples où ça marche plutôt bien. Mais je vais repartir sur ce que j'ai marqué ici, le plus petit exemple où il se trompe. Donc, ce que je l'ai dit, il va se tromper. J'ai pris ce petit graphe-là, hein, qui est pourtant pas très très compliqué, qui est un graphe planaire, entre nous soit dit. Et je vais appliquer Welsh Powell. Je vous laisse quand même regarder un tout petit peu le graphe et juste essayer de trouver, c'est pas facile forcément, quel est le nombre chromatique de ce graphe. Combien j'ai besoin de couleurs au minimum. Alors je reste sur ma phrase, hein, c'est un problème difficile a priori. Mais comme c'est un petit graphe, bah, c'est peut-être possible de deviner combien j'ai besoin de couleurs au minimum. Yes, Brian, t'es trop fort. Oui, 3. Je peux, c'est ce que j'ai marqué, enfin bon, je peux le dire oralement, je l'ai marqué en dessous. On peut colorier de la même façon, le plus gros stable, hein, le nombre de stabilité c'est 4. J'ai 3, 4, 2, 8. Ces 4 sommets-là, là, 3, 4, 2, 8, ils ne sont pas du tout connectés entre eux et auxquels je peux donner la même couleur. Et puis une fois que j'ai donné cette couleur à 3, 4, 2, 8, bah, par exemple, je peux donner une deuxième couleur à 1 et 5 et la dernière couleur à 6 et 7. Donc je ne l'ai pas dessiné le graphe, mais oui, le nombre chromatique, il est de 3, comme Mr. Brian nous l'a fort bien dit. Il n'y a que cette solution, je crois que ouais, 3, 4, 2, 8 et un 5 ou un 6 et 5, 7. Enfin, en tout cas, le nombre de chromatiques est 3. Et ils vont se tromper, les deux algorithmes en question, parce qu'ils vont trouver 4 couleurs. Alors, donc j'applique Welsh Powell d'abord, puisqu'on n'a pas encore vu l'autre. La première chose que je dois faire, hein, première truc, c'est de trier les sommets par degré décroissant. Je vais d'abord colorier, enfin d'abord mettre en tête de liste ceux qui ont le plus gros degré. En cas d'égalité, je reviens un tout petit peu sur l'algorithme, en cas d'égalité, je les mets par numéro croissant. Donc l'ordre des sommets, il y a 2 sommets, ceux qui ont le plus gros degré, 2 par exemple, il a un degré de 3, 5 aussi, etc. Ceux qui ont le plus gros degré, c'est 1 qui a un degré de 4 et 7 aussi. Donc, ouais, bah, je l'ai redessiné le graphe, donc c'est pas, je peux le mettre comme ça. Euh, donc les sommets d'abord de degré 4, et puis comme je les mets par numéro croissant, 1 puis 7. Après les sommets de degré 3, les sommets de degré 3, c'est 2, 5, 6 et 8, et je les ai mis par numéro croissant. Et puis après les sommets de degré 2, 3 et 4, que j'ai mis aussi par numéro croissant. Donc mon tri, ça a été le suivant. Et puis après, j'y vais couleur après couleur. Et je rappelle, alors je vais revenir sur l'algorithme.
Donc après, je prends une nouvelle couleur, je prends les sommets dans l'ordre du tri, je leur affecte la couleur colle, enfin, la couleur en question si c'est possible. Et si c'est possible, ça veut dire qu'ils ne sont pas déjà coloriés et qu'ils ne sont pas reliés à un sommet de couleur colle. Alors donc, je pars avec la première couleur, je tombe sur le premier sommet, il n'est pas colorié, il n'est pas relié à un sommet de couleur 1, donc je lui donne la couleur 1. Le sommet 1, je lui donne la couleur 1. Du coup, le sommet 7, qui est le deuxième de la liste, je ne peux pas lui donner la couleur 1 parce qu'il est relié à un sommet de cette couleur-là. De la même façon, 2, je ne peux pas puisqu'il est relié à 1, que je viens de colorier ici. Par contre, 5, je peux, puisqu'il n'est pas relié à 1. Donc, je lui donne la couleur 1 aussi. 6, je ne peux pas parce qu'il est relié à 5, qui est maintenant de couleur 1. 8, je ne peux pas, il est relié à 5. 3 et 4, je ne peux pas parce qu'ils sont reliés à 1. Fin de la couleur. Je n'ai pas réussi à colorier mieux que ces deux sommets en le faisant comme ça. Lui, je lui ai donné la couleur 1, ça m'a empêché de colorier 2 et 7. Et puis après, du coup, 5, je lui ai donné aussi la couleur 1 et ça m'a empêché de colorier 6, 8, et puis 3, 4, etc. Donc, je passe à la deuxième couleur. Deuxième couleur, premier sommet qui n'est pas colorié, c'est 7, donc je lui donne la couleur 2. Et directement derrière, je peux la donner aussi à 2 qui n'est pas relié à 7. Mais c'est fini parce que 5 et 6 sont reliés à 2, et puis 8, 3 et 4, ils sont tous les trois reliés à 7. J'ai fini avec la couleur 2. Je passe à la couleur 3. La couleur 3, donc mon premier sommet qui n'est pas colorié, 1 il est déjà colorié, 7, 2, 5 ont déjà des couleurs. Premier sommet, c'est 6. Donc si je lui donne la couleur 3, du coup je ne peux pas la donner à 8, mais par contre je peux la donner à 3 et à 4. Fin de la couleur 3, et j'ai donc besoin d'une quatrième couleur pour le dernier sommet restant, qui est le sommet 8. C'est clair, Welsh Powell? Pas très très compliqué, Welsh Powell. Enfin, faut faire ce tri par degré décroissant, puis après chaque couleur, on prend les sommets au fur et à mesure. C'est un petit peu plus compliqué que la première méthode qu'on avait faite, où on prenait juste un sommet, pof, on lui donnait la première couleur disponible. Le deuxième sommet, on lui donnait la première couleur disponible. Ah bah, j'ai déjà utilisé la couleur 1, je lui donne la couleur 2. Enfin. Bon, pour finir, comme d'habitude, à 9h05, il faut que je continue et que je vois deuxième méthode très connue, peut-être presque encore plus connue comme algorithme de coloration que Welsh Powell, l'algorithme Desatur. Il marche plutôt un poil mieux, encore qu'il va se tromper aussi sur ce truc-là. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que c'est basé sur un truc qui s'appelle le degré de saturation. C'est pour ça que ça s'appelle Desatur comme algorithme. Et le degré de saturation d'un sommet, c'est le nombre de couleurs qui ont déjà été utilisées dans le voisinage de X. C'est pas son nombre de voisins coloriés, c'est le nombre de couleurs. Si je le fais dans l'ordre et puis que là j'avais utilisé j'avais déjà colorié 1, 3 et 4 parce que je l'avais fait dans l'ordre. Donc 1, je lui avais donné la couleur 1, 3 et 4, je leur avais donné la couleur 2. Quand après j'arrive à 7, il a 3 voisins coloriés, il a 1, 3 et 4, mais son degré de saturation c'est 2 parce que dans le voisinage, j'ai déjà utilisé 2 couleurs. La couleur 1, la couleur 2. Son degré de saturation, c'est le nombre de couleurs que j'ai utilisées dans le voisinage, ce n'est pas le nombre de voisins coloriés. Et donc l'algorithme Desatur, lui, il ne le fait pas couleur par après couleur, il le fait sommet après sommet. Et donc, tant que tous les sommets ne sont pas coloriés, je prends un nouveau sommet et que je vais colorier. Et le sommet que je choisis, c'est un sommet que je n'ai pas encore colorié avec le plus grand degré de saturation. En cas d'égalité, le plus grand degré. En cas d'égalité, le plus petit numéro. Et je lui donne la plus petite
couleurs disponibles, comme je faisais dans tout le tout premier algorithme, si ce n'est que je le fais dans un certain ordre en utilisant ce degré de saturation. Je le relis un petit coup. Je vais donc utiliser cette notion de degré de saturation avec le nombre de couleurs utilisées dans le voisinage. Et donc, tant que tous les sommets ne sont pas coloriés, je prends le sommet qui a le plus grand degré de saturation. En cas d'égalité, celui qui a le plus grand degré, et encore en cas d'égalité persistante, le plus petit numéro. Donc, pour l'instant, ils ont tous un degré de saturation de 0, puisqu'il n'y a aucune couleur. Je prends celui qui a le plus grand degré et qui a le plus petit numéro, c'est 1. Donc, le premier sommet que je traite, c'est 1. Et je lui donne donc la plus petite couleur disponible, c'est la couleur 1. Après, à la deuxième itération, il y a 4 sommets qui sont de degré saturation de 1, c'est-à-dire qui ont un voisin qui utilise une couleur, c'est 2, 3, 4 et 7, puisque ce sont ceux qui sont reliés à 1. Celui qui a le plus gros degré parmi 2, 3, 4 et 7, c'est 7. Donc pour l'instant, je prends le même ordre que le Welsh-Powell. J'ai commencé à colorier le sommet 1, je lui ai donné la couleur 1. Après, quand je prends le sommet 7, je lui donne la plus petite couleur disponible. Comme il est relié à 1, la plus petite couleur disponible, c'est 2. Je vais réduire ça. Voilà. Après, quel est le sommet que je traite après? Il faut que je regarde quel est celui qui a le plus grand degré de saturation. Il se trouve que celui qui a le plus grand degré de saturation, et du coup là je ne vais pas faire le même ordre qu'ici, ce sont les sommets 3 et 4, parce que ce sont les sommets qui sont reliés à 2 couleurs différentes, puisque j'ai déjà colorié 1 et 7. 1 et 7, ils mangent 2 couleurs, et donc 3 et 4, ils sont reliés à 2 sommets de couleurs différentes, alors que 2, il n'est relié qu'à 1, qui est déjà colorié, 8, il n'est relié qu'à 7, qui est déjà colorié, et 5 et 6, ils ont un degré de saturation de 0. J'espère que c'est clair, que 3 et 4, ils ont un degré de saturation de 2, que 2 et 8, ils ont un degré de saturation de 1, et que 5 et 6, ils ont un degré de saturation de 0. Toujours est-il que le sommet que je colorie en troisième, c'est celui qui a le plus grand degré de saturation, donc c'est 3 ou 4, ils ont le même degré, je prends celui qui est le plus petit numéro, 3. Et 3, puisqu'il est relié à 1 et 7 qui sont de couleur 1 et 2, je lui donne la couleur 3. Et puis après, 4, je lui donne aussi la couleur 3. J'ai fait cette partie-là. Donc maintenant, les candidats, ça va être 2 ou 8 qui sont les sommets qui sont de degré de saturation de 1. 5 et 6, ils sont toujours de degré de saturation 0 puisqu'ils ne sont pas connectés à des sommets coloriés. Parmi les deux qui sont de même degré, celui qui a le plus petit numéro, c'est 2. Donc j'en arrive à 2. Et 2, je vais lui donner la couleur 2 puisqu'il est relié à 1 qui est de couleur 1. Après, les 3 sommets restants qui sont 5, 6 et 8, ils sont tous les 3 de degré de saturation 1. 5 et 6 sont reliés à 2 et 8, il est relié à 7. Ils sont tous les 3 de degré 3 et celui qui a le plus petit numéro, c'est 5. Donc 5, je lui donne la plus petite couleur disponible. La plus petite couleur disponible pour 5, c'est 1, puisqu'il est relié à 2, qui est de couleur 2. Et puis après, j'en arrive à 6, auquel je suis forcé de donner la couleur 3, puisqu'il est relié à 5, qui est de couleur 1, et 2, qui est de couleur 2. Et finalement, quand j'arrive à 8, c'est la cata, puisqu'il est relié à 5 qui est de couleur 1, 6 qui est de couleur 3 et 7 qui est de couleur 2. Donc, la plus petite couleur disponible, c'est 4.
Et donc, lui aussi, des satures qui marchent parfois mieux mais il se plante aussi sur ce petit exemple. Et comme je l'ai mis, c'est le plus petit exemple où ils se plantent tous les deux. Et donc, bah ouais, il ne trouve pas les trois couleurs que Brian a identifiées tout à l'heure, là, avec cette solution 3, 4, 2, 8, 1, 5, 6, 7. Enfin, globalement, ça marche pas mal. On fera en TD d'autres exemples et où il trouve éventuellement la meilleure solution. J'ai un exemple assez gros, je crois, où des satures, il trouve en particulier la solution optimale. Welch-Powell, il se trompe, je crois, sur cet exemple. Mais parfois, il y a des exemples, c'est l'inverse. Welch-Powell, il trouve le bon résultat et des satures se plantent. Et puis parfois, ils se plantent tous les deux. Puis parfois, ils trouvent tous les deux la bonne solution. Mais enfin, de toute façon, ça ne reste que... non, ça ne reste, comme je l'ai dit ici, que des méthodes approchées qui donnent une coloration admissible, mais pas forcément la meilleure, c'est-à-dire pas forcément avec le nombre minimum de couleurs. Mais c'est des méthodes polynomiales plutôt simples. Et comme c'est un problème NP difficile, bah c'est sûr qu'ils ne peuvent pas trouver à tous les coups la solution optimale. Généralement, quand même, ça marche plutôt pas mal. Ils trouvent quand même une solution qui est plutôt pas mal en termes de coloration. Bon, voilà. Écoutez, il est 9h10 et suivant cette règle implicite que j'ai instaurée, on va s'arrêter là. En fait, j'allais pas jusqu'à 15 transparents. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué 12 sur 15, mais je vais m'arrêter là. Euh, j'ai une communication importante à faire qui va faire que je vais faire une annonce juste derrière. Je l'ai dit à ceux que j'avais vus en TD, mais je ne l'ai pas dit à tous les autres. Donc la semaine prochaine, en lieu et en place du cours, on va faire un petit contrôle continu en distanciel et sous forme de QCM. Et donc, comme ça ne prendra pas 1h30, puis qu'on va essayer de soigner un petit peu notre sommeil, on commencera à 8h30. 8h30, et puis je n'ai pas encore vraiment fait le sujet, mais bon, ça devrait prendre une quarantaine de minutes, un truc comme ça, c'est juste un petit QCM, donc de 8h30 à 9h10 ou à 9h15. Donc vous récupérerez un petit fichier où il y aura des cases, des trucs à marquer A, B, C, D, puisque c'est un QCM. Et puis à le renvoyer avant 9h15 et ce sera votre première note de contrôle continu. Ce que j'ai dit aussi à ceux, c'est qu'en fait, au bout du compte, je pense que vous aurez 3 notes de contrôle continu, enfin 3 notes. Une première note qui sera donc le QCM de la semaine prochaine, une deuxième note qui sera celle du projet, et puis une troisième note qui sera celle d'un dernier contrôle continu qui a été planifié par la direction de l'UFR des sciences, qui a été placé pour l'instant le 21 mai, le vendredi 21 mai à 10h15. Un horaire bizarre. Et a priori pour l'instant en présentiel, en amphi. Sur Moodle, ouais, tout à fait, Wassim, mais c'est ce que je vais marquer. Et alors, pour répondre à la question de Clémence, qui était la dernière chose que je voulais dire, ce ne sera pas sur la totalité du cours, ce ne sera pas seulement sur ma partie, ce sera sur le cours jusqu'à Dijkstra. On fera une petite question sur Dijkstra, donc ça comprendra jusqu'à Dijkstra, mais pas la suite. Donc en particulier pas ce qu'on a fait ce matin, puisque de toute façon, il y aura certainement pas, tout le monde n'aura pas fait les TD là-dessus, et pas sur les autres algorithmes de plus court chemin, c'est-à-dire il n'y aura pas du Floyd-Warshall ou du Ford-Bellman. Ça s'arrête à Dijkstra. Mais par contre, pas uniquement sur ma partie, aussi sur des choses que vous avez vues avec Monsieur Barthes, par exemple l'arbre couvrant de poids minimum ou des choses comme ça, ou la connexité, jusqu'à Dijkstra. Et sur Moodle, et la semaine prochaine, et à 8h30. Et un petit QCM, et a priori, je pense que ça va être plutôt gentil, quoi.
Enfin bon, faut pas dire ça, parce qu'après, si vous avez une mauvaise note, vous dites, ouais, vous aviez dit que c'était gentil, puis c'était pas si gentil que ça. Mais bon, je pense que ça devrait le faire quand même, je suis assez confiant. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais mettre une annonce pour que ce soit bien clair, puis qu'en particulier ceux qui n'ont pas réussi à se réveiller ce matin, ils soient au courant. Mais du coup, la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Du coup, on se lève un peu plus tard. On se retrouve à 8h30 et pas à 8h. Et on se retrouve non pas pour faire cours, mais pour un petit QCM, ouais, pour une petite épreuve de contrôle continu. Voilà, 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 voilà. Bon, bah écoutez, à moins que vous ayez des questions, je vais mettre fin à ce. C'est le moment où on se dit merci, bonne journée. Bon, non, je ne vais pas faire des QCM d'entraînement. Je suis désolé, Massina, mais je ne vais pas aller jusqu'à te rejoindre pour te faire t'entraîner. Tu es un peu trop loin pour qu'on fasse. Bonne journée à vous tous. Donc,